plus fort, s'il vous plaît. Plus fort, plus fort, plus fort. Voilà. Voilà, merci. Merci. Bon, je voudrais tout d'abord remercier Josiane de m'inviter fidèlement à revenir. J'étais déjà là il y a 2 ans. Donc merci, c'est toujours un privilège de revenir dans votre île et puis de parler de mon travail. Je suis désolée, je voudrais m'excuser pour le changement de programme un petit peu imprévu, mais j'ai fait une chute dimanche soir près de la piscine en descendant les escaliers. Bon, j'ai eu la chance d'être opérée dimanche soir assez rapidement. Je vais repartir avec 6 broches dans les os. Mais je voulais remercier Christiane de m'avoir aidé à gérer la douleur hier soir. Et j'espère tenir le coup pendant 1 heure. Donc là, je vais commencer par un cours sur un thème un peu nouveau en biologie, qui est la notion d'héritabilité épigénétique. Donc ça, c'est vraiment mon travail. C'est le sujet, un des sujets que l'on traite dans mon laboratoire depuis quelques années. Ça fait partie de la médecine environnementale parce que là, c'est l'influence de l'environnement, pas l'environnement chimique ni l'environnement de la nourriture, par exemple, mais c'est plutôt l'environnement psychologique. Quelle est l'influence de l'environnement psychologique sur notre santé et comment les perturbations de notre santé dues à un environnement émotionnel, psychologique altéré, comme par exemple lors de traumatismes précoces, comment ces altérations sont transmises à travers les générations. Cet après-midi, je reviendrai à 14h30 pour vous donner un cours sur les perturbateurs endocriniens. Ce n'est pas du tout ma spécialité, mais Josiane m'a demandé de le faire à la place de quelqu'un qui est spécialiste des perturbateurs qui ne pouvait pas venir. Donc elle m'a demandé de le faire il y a quelques mois. J'ai préparé quelque chose qui, j'espère, ne sera pas trop... sera plutôt complémentaire à ce que Madame... Sato a présenté hier. Je vais aborder le thème plutôt sur un aspect biologique, parce que moi je suis biologiste et je m'intéresse vraiment aux mécanismes d'action de toutes les choses. Donc là, j'ai préparé quelque chose sur comment les perturbateurs endocriniens altèrent les fonctions biologiques. Bon, j'espère que ça vous conviendra et que ça répondra à la demande. Oui. Oui, voilà, vous avez un petit polycopier avec les diapositives dans lesquelles j'ai placé quelques petites questions, parce qu'au départ, ça devait être hier, juste avant le repas. Je me suis dit, les petites questions, ça va vous aider à rester attentif, mais si vous voulez jouer le jeu, on pourra avoir un cours un peu interactif. J'aimerais demander aux techniciens si c'est possible d'avoir le micro là, que je sois quitte de le tenir, parce que je dois passer mes diapos et puis pointer l'écran. Non, sur support. Je pense qu'il faut l'avancer au maximum, voilà. Juste que je sois quitte de le tenir. Voilà. Ouais, ça va. Donc le titre de mon cours est Au-delà des gènes, régulation épigénétique. Ça aborde le concept. Classiquement, on hérite de gènes de nos parents qui nous donnent certaines caractéristiques. Et dans la vue classique de l'héritabilité, de la transmission, ce sont les gènes qui portent nos caractéristiques, qui permettent de les transmettre aux générations futures. Or, les gènes ne sont pas les seuls à déterminer qui nous sommes. L'environnement nous conditionne également beaucoup, que ce soit la nourriture, l'environnement psychologique, le soutien social, l'environnement familial. Tout ça sont des caractéristiques, des facteurs qui influencent notre personnalité, qui nous sommes et qui influencent notre sensibilité aux maladies. Donc quand j'indique ici au-delà des gènes, donc c'est un concept qui concerne des mécanismes
qui se rajoutent aux gènes pour bien indiquer que les gènes ne sont pas les seuls éléments biologiques qui nous permettent de transmettre nos caractéristiques à travers les générations. Donc le cours sera articulé autour de 4 parties. Donc je vais tout d'abord vous parler de l'environnement, enfin des concepts, vous parler des concepts eux-mêmes, l'environnement, l'ADN. Je ferai quelques petits rappels sur l'ADN, j'espère que ça sera utile. Je ne connais pas le bagage biologique de chacun de vous. Je vais essayer de passer une petite vidéo si ça marche. Et le concept d'héritabilité épigénétique. Ensuite, je vais vous parler de différentes formes d'effets épigénétiques transgénérationnels. Et les données actuelles impliquant les cellules germinales, parce que lorsqu'on parle de transmission, forcément, il faut que ça implique les cellules germinales, c'est-à-dire spermatozoïdes et oocytes. Donc je vais vous indiquer quelles sont les informations, les preuves biologiques que les cellules germinales sont impliquées. Donc déjà conceptuellement, ça veut dire que l'environnement est capable de modifier les cellules germinales de façon persistante, de façon suffisamment persistante pour être transmise à travers les générations. Donc c'est peut-être un concept qui n'est pas forcément intuitif par rapport à la génétique, parce que, encore une fois, la vue classique, c'est que ce sont les gènes qui sont dans les spermatozoïdes ou dans les ovocytes qui sont transmis à travers les générations. Ce dont je vais vous parler aujourd'hui, ce sont des modifications sur les gènes qui sont transmises à travers les générations. Et je vais ensuite vous parler des mécanismes possibles, donc les expériences qui sont faites en laboratoire pour essayer de comprendre comment est-ce que ces perturbations dans les cellules germinales interviennent, sont mises en place et comment elles sont transmises. Donc il y a de nombreux facteurs dans l'environnement qui nous influencent. Bon, vous en avez entendu parler d'un certain nombre depuis hier. Donc ça peut être des facteurs positifs ou négatifs, hein, selon c'est la nourriture, selon la qualité de la nourriture. Des expériences de vie, donc, qui peuvent être positives, mais qui peuvent être également négatives, telles que des stress traumatiques ou des événements traumatiques de façon générale, dans l'enfance ou dans la vie adulte. L'alcool, la cigarette, les médicaments, les polluants environnementaux, les toxines, les radiations, comme on a entendu parler, le style de vie, qui là également peut être positif ou négatif, soit si on a une vie sédentaire ou une vie active et sportive, et que ces facteurs nous influencent, mais à tous les niveaux, que ce soit les cellules du cerveau, les cellules du cœur, les cellules germinales, les cellules de la peau. Donc l'influence est générale, et l'influence est cellulaire, c'est-à-dire qu'elle affecte la fonction des cellules, partout dans le corps. Et l'environnement, les facteurs environnementaux peuvent avoir des effets à tout stade de développement. Du stade le plus précoce, c'est-à-dire dès les cellules germinales, pendant le développement embryonnaire, après la naissance, l'adolescence, la vie adulte, et même tardivement dans la vie, l'environnement, la manière de se nourrir, le fait d'utiliser, l'abus d'alcool ou l'abus de cigarettes, les drogues peuvent influencer, peuvent avoir une influence sur l'épigénétique, même tardivement dans l'âge. Maintenant, moi je m'intéresse particulièrement à cette phase-là, c'est-à-dire postnatale, après la naissance, toutes les influences impliquant des traumatismes émotionnels. Donc maintenant, si vous imaginez que chez ce bébé ou chez cet adolescent, il y a un stress traumatique important, que toutes les cellules du corps soient affectées d'une manière ou d'une autre, y compris les cellules germinales, c'est-à-dire que les cellules germinales en développement, là, de ces individus, les cellules germinales en développement sont beaucoup plus vulnérables que chez l'adulte, parce que tout est en train de se mettre en place. Il y a par exemple la barrière hémato-testiculaire qui n'est pas en place à la naissance, qui se met en place progressivement. Et avant que cette barrière soit hermétique, les facteurs de stress ou les polluants peuvent rentrer à l'intérieur du testicule en développement et affecter les cellules germinales. Donc si vous imaginez que les cellules germinales de ces individus-là sont affectées, on peut considérer que leur progéniture, leurs enfants, et peut-être également leurs petits-enfants, si ça persiste dans les cellules germinales, pourraient être affectés de la même manière, sans avoir eux-mêmes subi le stress traumatique ou l'exposition au facteur qui a provoqué ces modifications épigénétiques. Maintenant, pendant mon cours, je vais vous parler beaucoup de chromosomes, d'ADN, et pendant le cours de cet après-midi également. Donc, je voulais juste faire quelques petits rappels.
Donc là, c'est une cellule, qui peut être une cellule du foie, une cellule du cerveau, toutes les cellules somatiques avec le noyau et les chromosomes. Et dans les chromosomes sont constitués de chromatine. Alors la chromatine, qui est compactée, elle est elle-même constituée d'ADN, donc qui est le filament violet, l'ADN, qui est entouré, qui n'est pas nu, qui est associé à des protéines histones. Et vous voyez les protéines histones ici, elles s'associent, c'est un ensemble de 8 protéines histones qui forment des nucléosomes. Un nucléosome est cet ensemble de protéines histones qui est entouré par l'ADN. Donc c'est comme un collier de perles, et les nucléosomes peuvent être très compactés ou souples. Et vous voyez l'ADN, donc la double hélice, qui, lorsqu'elle s'ouvre et lorsqu'elle a accès à l'ARN polymérase, synthétise l'ARN. Donc je voudrais juste vous montrer une toute petite vidéo. J'espère que ça va marcher. Simplement pour remettre en place... mince. Non, ça n'a pas marché. Je le vois là, mais on ne le voit pas là. C'est pas grave. C'était juste pour vous remettre en place un petit peu le fonctionnement de la transcription, la traduction. Donc, les gènes qui sont dans les cellules, donc dans le noyau des cellules, sont transcrits. Donc, la machinerie rentre à l'intérieur du noyau, la machinerie de transcription, qui permet de copier l'ADN en ARN, ARN messager ou long ARN. Et ces ARN, donc tout ça se fait à l'intérieur du noyau. Une fois que les ARN sont synthétisés, ils sortent du noyau pour rentrer dans le cytoplasme. Et à l'intérieur du cytoplasme, les ARN sont modifiés, ils sont polis en quelque sorte. Il y a des petits morceaux qui sont ôtés de façon à synthétiser des ARN messagers à partir desquels sont fabriquées des protéines. Donc la majorité des ARN qui sortent du noyau, qui sont des copies conformes de l'ADN, sont des ARN messagers, mais il existe aussi des ARN non messagers. C'est-à-dire c'est des petits morceaux qui sont également la copie conforme de l'ADN, mais qui ne codent pas pour des protéines. Leur découverte est relativement récente, et ces ARN non messagers ont un rôle extrêmement important dans l'épigénétique. Donc il y a des petits ARN non messagers et il y a des longs ARN messagers. Des petits ARN non codants et des longs ARN non codants. Donc il faut juste que vous reteniez donc, la présence de la chromatine, de l'ADN dans le noyau, et la synthèse d'ARN qui est exclue du noyau pour se retrouver dans le cytoplasme et quand même agir comme régulateur épigénétique. Je vous rappellerai ça, j'aurai une diapositive un petit peu plus tard pour remettre en place un peu tous ces concepts. Donc comme je vous le disais, un individu est constitué de son génotype, de son génome, de tous les gènes, c'est à peu près 22 500 gènes chez l'homme. Et les gènes sont relativement fixes, c'est-à-dire dans leur séquence. La séquence des gènes n'est pas modifiée énormément pendant la vie, à part si on est exposé à des carcinogènes ou il y a des mutations ponctuelles qui peuvent intervenir, ou des réarrangements, ou de la rétrotransposition, c'est-à-dire qu'il y a des morceaux d'ADN qui peuvent sauter d'un endroit à l'autre du génome. Mais d'une façon globale, le génome est relativement stable. C'est-à-dire que les gènes que vous avez hérités de vos parents vont rester plus ou moins les mêmes jusqu'à la fin de votre vie. Par contre, l'épigénome, l'épigénotype, c'est-à-dire ce sont des marques épigénétiques qui contrôlent le génome, il y en a de nombreuses, je vais vous en parler un petit peu plus en détail, elles sont très dynamiques. Elles sont mises en place progressivement au cours de la vie. Si vous prenez un bébé à la naissance, il va avoir un profil épigénétique particulier, et au cours de la vie, en fonction des expériences personnelles, de l'alimentation, l'exposition à des polluants ou de la vie sociale, ce bagage épigénétique va être modifié. Si vous prenez des jumeaux monozygotes à la naissance, ils vont avoir exactement les mêmes gènes, bien entendu, exactement les mêmes profils épigénétiques, mais ceci va être changé au cours de la vie. En fait, le bagage épigénétique varie en fonction de l'âge, en fonction de l'environnement, en fonction des gènes que l'on a, parce que le bagage épigénétique, c'est toute une série de modifications sur les gènes qui sont codés, qui sont inhérentes, qui sont codés. Il y a des gènes dans notre génome qui permettent de réguler le profil épigénétique. Donc si ces gènes sont modifiés, forcément notre profil épigénétique va être modifié également. Il y a un certain nombre de maladies qui sont des maladies épigénétiques, c'est-à-dire qui sont dues à une mutation dans un gène qui régule le profil épigénétique.
L'épigénome des parents est également important, et c'est là-dessus que je vais mettre un petit peu l'accent. C'est-à-dire que, comme je vous ai dit, non seulement il y a les gènes qui sont transmis, mais aussi l'épigénome, et que si l'épigénome des parents a été altéré, qu'il est transmis, à ce moment-là, on hérite d'un épigénome qui n'est pas favorable forcément et qui va peut-être conduire à des maladies métaboliques ou des maladies psychiatriques. Donc les maladies, la régulation épigénétique de l'ADN. Il y a plusieurs grands types de régulateurs épigénétiques. Les marques épigénétiques sont des modifications biochimiques qui se fixent sur l'ADN et sur les protéines histones, donc sur les nucléosomes. Le rajout ou le retrait modifie les interactions entre les nucléosomes et le degré de condensation de la chromatine au niveau de chaque gène. Je vous ai dit, c'est comme un collier de perles qui est plus ou moins détendu. Et lorsqu'il est détendu, la machinerie nécessaire pour fabriquer de l'ARN a accès à l'ADN. Donc la transcription va se faire. Et si la chromatine est compactée, la machinerie ne peut pas rentrer, donc la transcription ne se fait pas. Et ça, la détente de l'ADN, son accessibilité à la machinerie transcriptionnelle dépend complètement des mécanismes épigénétiques. Donc c'est là que vous comprenez que la séquence des gènes, c'est une chose, mais ce n'est pas tout. La séquence des gènes, ça permet de donner le code, mais ensuite il y a besoin de tout le bagage épigénétique pour lire le code, le traduire et le transformer en ARN et en protéines. Donc il y a deux modifications épigénétiques qui sont importantes, la méthylation de l'ADN et la modification des protéines histones. D'une façon globale, la méthylation de l'ADN est négative, c'est-à-dire c'est des petits résidus méthyl qui sont rajoutés sur l'ADN et en principe ça provoque une compaction de l'ADN qui le rend inaccessible à la machinerie. Par contre, les modifications des histones, c'est un petit peu... Il y en a énormément des modifications d'histones. Il y a la phosphorylation, l'acétylation, la méthylation. Et il y en a certaines qui sont positives pour la transcription, d'autres qui sont négatives. C'est un peu selon le code. Il y a un code histone qui permet de réguler l'activité des gènes. Donc c'est le code histone plus la méthylation de l'ADN qui donne un code épigénétique général, global, qui permet de déterminer si un gène est actif ou pas. Ça, ce sont les deux mécanismes classiques épigénétiques. Mais il y a un troisième mécanisme qui fait intervenir les ARN non codants, dont je vous ai déjà parlé. Donc c'est des petits ou des longs ARN qui sont présents dans le cytoplasme et qui régulent l'activité des gènes. Donc schématiquement, donc si vous considérez le comportement, par exemple, le comportement est régulé par le cerveau. Et voilà un neurone avec de nouveau le noyau, un chromosome, la chromatine, les nucléosomes, l'ADN et les ARN non codants qu'on voit dans le cytoplasme. Or, cette chromatine ou ces ADN peuvent être modifiés épigénétiquement. Donc l'ADN peut être méthylé. Les protéines histones là, peuvent être modifiées. Donc encore une fois, par également méthylation, acétylation, phosphorylation. Il y en a toute une liste de ces modifications post-traductionnelles. Et ça forme un code. Vous voyez, j'ai représenté ça grossièrement là, avec des petits trucs là. Donc ça forme les codes des protéines histones. Donc vous voyez que la complexité possible, c'est vraiment un code très complexe. Et les ARN non codants qui sont dans le cytoplasme. Mais il y a également des ARN non codants dans le noyau, parce qu'après être processés dans le cytoplasme, il y en a certains qui peuvent rentrer dans le noyau. Et ça, leur but, donc, c'est de contrôler l'état de la chromatine, soit elle est dans un état actif ouverte, soit dans un état inactif fermé. Donc le gène est silencieux. Dans le cancer, il y a de nombreux cancers qui sont de nature épigénétique. C'est ce processus-là qui est altéré. C'est-à-dire qu'il y a de nombreux cancers où la méthylation de l'ADN est modifiée. Il y a certains gènes qui sont trop méthylés, donc qui sont compactés et qui ne peuvent plus être actifs, qui sont silencieux, alors qu'ils devraient être actifs. Et dans d'autres gènes, c'est le contraire. Les gènes sont ouverts, ils sont réactivés, alors qu'ils devraient être silencieux. Donc, qu'est-ce que l'héritabilité épigénétique? Maintenant, vous avez bien ça en tête. Donc, la chromatine, l'ADN, toutes les modifications épigénétiques dans les cellules du cerveau. Mais en fait, je vais passer la diapo suivante pour commencer. En fait, toutes ces modifications peuvent également exister dans les cellules germinales. Donc là, vous avez un schéma de l'oocyte et des spermatozoïdes.
qui représente, c'est juste pour vous indiquer que les modifications épigénétiques sont également présentes. Donc il y a aussi, enfin c'est un petit peu plus petit, là je suis désolée, j'espère que vous arrivez à lire, il y a aussi la méthylation de l'ADN, là qu'on voit. Les protéines histones peuvent être modifiées, et récemment il a aussi été découvert qu'il existe des ARN non codants dans le cytoplasme des oocytes. Pour les spermatozoïdes, c'est exactement la même chose, sauf que la taille est complètement différente. Là, c'est même pas à d'échelle. Le spermatozoïde est beaucoup, beaucoup plus petit. Donc la chromatine dans le spermatozoïde est différente des cellules somatiques. On n'a pas les nucléosomes, comme je vous ai expliqué, le complexe de 8 protéines histones. Ça n'existe pas dans les cellules germinales mâles. Les protéines histones sont remplacées par des protamines qui sont beaucoup plus petites. Et au lieu d'avoir besoin de 8 protéines, on n'a besoin que d'une seule. Elles sont petites, donc ce qui permet de compacter la chromatine beaucoup plus pour gagner de l'espace, et notamment aussi pour protéger les gènes, parce qu'on veut, enfin dans les cellules germinales, les gènes doivent être absolument protégés, parce que c'est ça qui va permettre la transmission à la progéniture. Donc c'est représenté ici. Il y a quand même quelques protéines histones qui restent dans le génome, mais très peu, environ 1 à 5%. Par contre, le reste de la chromatine, elle est sous forme, elle est différente, elle est compactée avec des protamines. Donc, comme l'ADN des cellules du neurone ou des cellules somatiques, comme l'ADN des cellules des oocytes, l'ADN des cellules des spermatozoïdes peut être méthylé. Le reste, les quelques dizaines de protéines histones qui existent encore peuvent également être modifiées. Ça, c'est pas encore très connu quelles modifications peuvent exister dessus. Les protamines, c'était pas connu jusqu'à il y a 2 ans. On a fait une étude, nous, chez la souris, pour essayer de voir si les protamines peuvent être modifiées. Et en effet, elles le sont. Donc, modification post-traductionnelle des protamines également. Et il y a 3 ans, on a découvert qu'il existait également des ARN non codants dans le cytoplasme des cellules de spermatozoïdes, en très grande quantité. C'est assez surprenant d'ailleurs, cette découverte, mais les ARN non codants sont assez abondants dans les cellules germinales. Donc, qu'est-ce que l'héritabilité épigénétique? C'est un changement de phénotype ou d'expression génique, parce que tout phénotype est déterminé par l'expression des gènes. Si vous êtes dépressif, c'est parce qu'il y a certains gènes dont l'expression est altérée dans le cerveau. Donc, c'est un changement de phénotype, et j'aurais dû dire, résultant d'une modification d'expression génique. Donc, l'activité des gènes qui est modifiée, qui est induite par des facteurs environnementaux et qui est transmis aux générations suivantes. Ça n'implique pas la génétique mendélienne, c'est-à-dire que c'est pas mendélien, ça implique les gènes, bien entendu, mais ce n'est pas que les gènes, c'est les marques épigénétiques sur les gènes. Mais ça n'implique pas de changement de séquence de l'ADN, et la transmission se fait à la majorité des descendants et non seulement à la moitié. Parce que au niveau génétique, s'il y a une mutation ponctuelle dans un gène, chez le père par exemple, l'enfant va avoir seulement une copie de cette mutation. L'autre gène, l'autre allèle qui vient de la mère va être normal. Ça, en épigénétique, ça n'existe pas. En épigénétique, une modification épigénétique chez le père qui est transmise à la progéniture, elle va être copiée. Elle va être présente à l'origine, au départ, sur un seul allèle, sur l'allèle paternel, mais il y a des mécanismes de copie des modifications épigénétiques. Donc, s'il manque un résidu méthyle, par exemple, sur l'allèle paternel, le résidu méthyle sur l'allèle maternel va être éliminé, ce qui fait que les 2 copies du gène vont avoir l'altération épigénétique. Donc, quand on regarde dans la progéniture, il y a quasiment 100% des enfants ou de la progéniture qui portent la modification épigénétique. Il n'y a pas de dilution à travers les générations. Et la pure définition de l'héritabilité épigénétique transgénérationnelle implique une transmission par les gamètes, bien entendu. Et la transmission par un biais social ou par apprentissage n'est pas de l'héritabilité épigénétique. Je vous indique ça parce que dans le domaine de l'héritabilité épigénétique, il y a quelqu'un qui a fait énormément de travaux qui s'appelle Michael Minet à l'université McGill à Montréal, qui travaillait sur les soins maternels chez le rat et qui a démontré que selon la qualité des soins maternels, la progéniture avait des comportements anormaux ou normaux. C'est-à-dire que chez les rats, il y a des mères qui sont de bonnes mères et des mères qui sont de mauvaises mères. Et la progéniture des bonnes mères avait des comportements relativement normaux, alors que la progéniture des mauvaises mères est plus anxieuse, dépressive, a des comportements antisociaux, des problèmes de mémoire.
et que ça, c'est transmis à travers les générations. Dans son cas, la transmission se fait par les soins maternels. C'est-à-dire que si on prend des petits d'une mauvaise mère, qu'on les fait élever par une bonne mère, les petits seront normaux. Et vice-versa, si les petits d'une bonne mère sont élevés par une mauvaise mère, ils auront des profils d'anxiété et de dépression. Sauf que Michael Minet, au début, c'était une grande découverte, il y a 15 ans maintenant, il a parlé de transmission épigénétique. Parce que ça fait appel à des mécanismes épigénétiques, parce qu'il y a une transmission, mais ce n'est pas une vraie transmission, parce que ce n'est pas dans les cellules germinales. Ça demande qu'à chaque génération, les soins maternels soient perturbés. Donc c'est pour ça que si vous êtes amené à lire quelques articles ou des revues sur l'héritabilité épigénétique, il faut faire attention à ce point. Il y a beaucoup de gens qui parlent d'héritabilité épigénétique quand ce n'est pas vraiment une héritabilité, c'est-à-dire que ça ne fait pas intervenir les cellules germinales. Donc là, moi, je vous parle vraiment de quelque chose qui fasse intervenir les cellules germinales. Donc ça peut impliquer les gamètes femelles ou les gamètes mâles, et des mécanismes épigénétiques au cours de l'ovogénèse et de la spermatogénèse sont également impliqués. Donc quelle est la contribution épigénétique à l'héritabilité des maladies? Il y a de nombreuses maladies héréditaires, c'est-à-dire qui sont dans des familles, qui passent d'une génération à l'autre, qui n'ont pas de base génétique clairement identifiée, malgré de nombreuses études d'association de gènes. Par exemple, la dépression, il y a eu des centaines, voire des milliers d'études partout dans le monde pour essayer de trouver le gène de la dépression, donc par association génétique, et on n'a jamais rien trouvé. On a trouvé, pour la schizophrénie, c'est la même chose. Il y a des polymorphismes peut-être qui ont été dans certains groupements de patients qui peuvent être associés au phénotype, mais il n'y a pas de gène réellement. Tout ça parce que ce genre de maladies complexes sont dues à un facteur génétique, une susceptibilité génétique qui est peut-être due à des polymorphismes et une combinaison avec les facteurs environnementaux. Je vous ai donné l'exemple des jumeaux monozygotes. Si un est élevé dans de bonnes conditions, avec une bonne famille aimante et un environnement social favorable, cette personne va être complètement normale. Alors que si l'autre jumeau, admettons qu'il soit séparé à la naissance ou pendant l'enfance, si l'autre jumeau est dans une famille avec des violences, subit certains traumatismes, cette personne va peut-être développer une dépression, une schizophrénie. Donc c'est vraiment, alors qu'ils ont exactement les mêmes gènes, c'est vraiment les facteurs environnementaux qui déterminent le développement de maladies métaboliques ou psychiatriques chez les gens. Donc il y a une notion d'hérédité épigénétique des maladies psychiatriques qui a gagné énormément d'importance, je dirais, dans les 5 années passées. Avant, même les psychiatres ne considéraient pas cette possibilité, que l'environnement pouvait avoir une grande influence sur le comportement et pouvait être responsable de maladies psychiatriques. Et maintenant, je crois que ça commence à rentrer un petit peu dans leur mode de pensée. Et je pense que c'est primordial parce que, surtout dans la dépression, par exemple, il y a souvent un problème de culpabilité des gens dépressifs qui ne veulent pas reconnaître leur dépression. Et parce que, voilà, si on est dépressif, c'est que peut-être qu'on a fait quelque chose de pas bien, ou il s'est passé quelque chose dans notre vie qui est responsable de ça. Maintenant, et c'est pour ça que ça développe ce sentiment de culpabilité qui empêche les gens de consulter ou même qui empêche les gens de se traiter. Maintenant, si on considère que voilà, c'est quelque chose qu'on a hérité des parents, comme on a les cheveux bruns, frisés, on l'a hérité des parents, on n'y peut rien, c'est une maladie qu'on doit traiter, tout comme on va traiter un diabète ou une maladie métabolique. Ça peut changer complètement la perspective, l'approche des maladies psychiatriques. Donc je pense que là, en clinique, ça pourrait apporter énormément d'avancement, permettre de traiter mieux les patients si les psychiatres commençaient à considérer cette possibilité. Je vais maintenant vous parler de cas d'hérédité épigénétique chez l'humain, donc qui sont documentés, où il y a des études rigoureuses qui ont été faites. Donc en particulier avec l'effet de l'alimentation à travers les générations et l'effet des traumatismes à travers les générations. Je vous parlerai des traumatismes parce que c'est ce qui m'intéresse moi en particulier. Pour ce qui concerne l'influence de l'alimentation, il y a 2 études en particulier, deux aspects de ce concept en particulier qui ont été étudiés par plusieurs études, mais qui concernent des gens pendant la guerre qui ont été soumis à une famine. Ces 2 études, il y en a une qui a été faite en Suède
où c'était un petit village suédois un petit peu perdu, où il y a les archives permettent de déterminer exactement l'alimentation, enfin ce qui était apporté dans le village, donc permettent d'évaluer à peu près le nombre de calories et le régime alimentaire de ces gens pendant plusieurs mois. Et la deuxième étude, ça c'est l'étude Overcalix. Il y a une deuxième étude qui a été faite sur un grand nombre de personnes qui ont subi la famine en Hollande de l'Ouest pendant l'embargo nazi. Il y a eu un embargo nazi de quelques mois et de nombreuses personnes ont été soumises à la famine pendant cette période. Et il y a des études rigoureuses qui ont été faites depuis maintenant quasiment 30 ans, 40 ans, sur ces gens-là et sur leur progéniture, et sur plusieurs générations, 3-4 générations. Donc on a une idée assez précise maintenant des conséquences à travers les générations de l'exposition à cette famine. C'était en général, ils ont regardé les enfants, les petits-enfants de femmes qui attendaient, qui étaient enceintes pendant la famine. Et ce qui ressort clairement, c'est que dans dans la descendance, à travers les générations, il y a de graves problèmes de maladies métaboliques, de diabète et de cancer. Et ça dépend un petit peu de l'environnement dans lequel chaque génération a été élevée. Mais si par exemple, ce qui a été remarqué, c'est que s'il y a un excès d'alimentation chez la deuxième ou la troisième génération, ils ont beaucoup plus de maladies métaboliques et diabétiques que chez quelqu'un qui viendrait à manger beaucoup sans avoir les antécédents de ses parents qui ont été soumis à la famine. Parce qu'il y a une sorte on appelle ça mismatch, c'est-à-dire que la personne qui a dû subir la famine, son organisme s'est plus ou moins adapté à la famine, de façon à développer des réponses pour gérer cette famine, et que chez les descendants, le corps a cette capacité d'être adapté à un manque de nourriture, et tout à coup, il est exposé à trop de nourriture, et alors là, le métabolisme, du coup, il n'est plus du tout adapté. Donc c'est ce qui conduit à des maladies métaboliques ou un excès d'obésité. Donc il y a une influence très claire de l'alimentation sur la santé à travers les générations. Au niveau mécanistique, donc vous pouvez vous poser la question, maintenant que vous savez un petit peu plus l'ADN, les marques épigénétiques, est-ce que cette transmission, premièrement, est-ce que l'effet de l'alimentation sur la santé est de nature épigénétique? Et si oui, est-ce que c'est transmis par aussi des mécanismes épigénétiques? Il y a un groupe en Australie, le groupe de Emma Whitelaw, qui a étudié ça, il y a maintenant un certain nombre d'années, chez la souris. Et l'idée, c'était d'identifier un gène et de regarder si, en fonction de l'alimentation, le profil de méthylation de ce gène peut être modifié. Si oui, est-ce que ça a des conséquences? Et si ça a des conséquences, est-ce que ces conséquences peuvent être transmises aux générations suivantes? Donc ils ont choisi un gène, qui est le gène agouti. C'est un gène pratique parce que ça donne la couleur de la fourrure. Donc quand ce gène, en fait c'est un petit peu compliqué, mais en gros, le gène dépend, c'est un gène qui est normalement brun. Mais c'est un gène qui est interrompu par une séquence rétrotransposant, là. Bon, je vais peut-être expliquer ça de manière... ouais. C'est un gène qui donne la couleur brune et qui a besoin d'être méthylé. Pour que la fourrure soit brune, il faut qu'il y ait de la méthylation. Quand le gène perd sa méthylation, la fourrure est jaune, et ça, c'est pas normal, parce que les souris ne doivent pas être jaunes, et en général, les souris qui sont jaunes ont aussi d'autres problèmes d'obésité, de problèmes cardiovasculaires. Donc, on a un lien direct entre le niveau de méthylation de ce gène et la couleur de la fourrure. Donc, on peut dire tout de suite, en fonction de la couleur de la souris, si le gène est méthylé ou pas. Et ce que ce groupe a fait, c'est qu'ils ont donné de l'alimentation riche en méthyle aux mères. Et ils ont regardé les conséquences de cet aliment. Vous voyez ça là? Les conséquences de cette alimentation supplémentée en méthyle. Dans la vie de tous les jours, il y a plein d'aliments qui sont riches en folates qui permettent de méthyler l'ADN. Donc, ils ont regardé la conséquence sur la couleur de la fourrure d'une alimentation riche en méthyle, qui donne une indication directe de l'influence épigénétique par le biais de la méthylation de l'ADN sur ce gène qui est un marqueur, en fait. Et vous voyez ici que lorsque la mère là,
absorbent plus de résidus méthyl par l'alimentation, il y a un biais pour que ces petits aient la couleur brune. C'est-à-dire, ça veut dire que les gènes chez ces petits ont plus de méthyl à cause de l'alimentation pendant la gestation. Donc vous voyez immédiatement l'effet. Là, c'est vraiment la conséquence. C'est une démonstration biologique que un gène ou plusieurs gènes sont impliqués dans le phénotype et que c'est le profil épigénétique qui est modifié par l'alimentation qui donne ce phénotype. Il y a pas mal d'autres exemples de conséquences de l'environnement sur le phénotype et qui impliquent des gènes. Là, je vous ai mis un petit tableau. Bon, je vais pas le détailler, mais il y a de nombreuses études qui ont été faites par le groupe de Michael Skinner, qui est à l'Université de Washington, qui est quelqu'un de très précurseur dans le domaine des perturbateurs endocriniens, parce qu'il était le premier à démontrer que la vinclozoline, qui est une substance, vous connaissez ça sûrement mieux que moi, administrée à des femelles gestantes, provoquait des perturbations chez les petits à travers de multiples générations, et il a associé ça à des altérations de la méthylation de l'ADN dans les cellules de sperme. Là, il y a aussi quelques études qui ont été faites sur la prise des drogues, par exemple la morphine, ou même il y a une étude qui a été faite sur la cocaïne chez la souris. Un mâle souris qui prend de la cocaïne, les comportements addictifs des petits vont être modifiés, et ça correspond à des modifications épigénétiques dans les cellules de sperme du mâle cocaïné. Donc là, je vais vous parler de l'influence des traumatismes précoces et de leur base épigénétique. Donc les traumatismes précoces sont des facteurs de risque assez importants pour les maladies psychiatriques sur plusieurs générations. Donc ça peut être des traumatismes, des violences, l'abus physique ou sexuel, l'abandon, tout ce qui est attrait à l'émotion, le lien social, et puis tout ce qui permet à un enfant de se construire et d'avoir une certaine estime de soi et d'avoir un environnement sûr et sur lequel l'enfant peut compter. Donc l'exposition à ce genre de traumatisme, tôt dans l'enfance, mais ça peut être également pendant l'adolescence ou la vie en tant que jeune adulte, conduit à de nombreuses maladies psychiatriques, comme la dépression, l'anxiété, des troubles antisociaux, la schizophrénie, l'addiction aux drogues. Et ça peut même souvent conduire au suicide. Et ça, c'est transmis à travers de nombreuses générations. Il y a une maladie en particulier qui est la maladie borderline, où quasiment tous les patients ont été exposés à des stress traumatiques. Et chez les borderline, il n'y a pas de profil génétique. C'est une maladie qui affecte en général de nombreux membres de la famille, qui conduit souvent à des suicides et qui sont quasiment toujours associés à des traumatismes familiaux ou des traumatismes environnementaux. Donc, chaque individu a différentes manières de gérer le stress. C'est-à-dire, il y a une variabilité de susceptibilité au stress. Bien entendu, la susceptibilité au stress, elle peut être génétique, c'est-à-dire quand on est, on peut avoir une certaine susceptibilité qui est due à nos gènes, mais la susceptibilité est surtout due à nos expériences pendant la vie. Et en général, si on a été exposé à des traumatismes pendant l'enfance, on est plus susceptible. En général, on a une plus grande sensibilité aux événements traumatiques plus tard dans la vie, quoique on peut avoir une certaine forme de résistance. Donc, cette susceptibilité, le stress n'affecte pas les gens de la même manière, les gens ou les animaux. Il y a des individus sensibles qui s'adaptent mal au stress et qui ont des réponses comportementales inappropriées, qui peuvent à long terme devenir des états persistants de mal-être. Et il y a des individus qui sont résistants, résilients, qui sont moins sensibles au stress et qui en général développent des stratégies ou ont eu des réponses physiologiques et psychologiques adaptées. Et ces différences sont présentes quel que soit l'âge, quel que soit le sexe et quelle que soit la culture. Et ces différences ont une base épigénétique. Donc les mécanismes qui contrôlent la sensibilité ou la résistance au stress dépendent d'une combinaison de facteurs génétiques et non génétiques qui interagissent de façon complexe et indirecte. Et ça fait intervenir des mécanismes de méthylation d'ADN et de modification des protéines histones. Donc là, je vais vous donner deux exemples. Un exemple chez le rongeur,
Donc, parce que les souris, tout comme les hommes, les êtres humains, il y en a certaines qui sont sensibles à l'environnement, au stress, d'autres qui ne le sont pas ou qui le sont moins. Peu importe leur expérience de vie, en général, les souris, elles sont maintenues dans une cage. Leurs expériences de vie sont très limitées. Donc on peut dire qu'elles sont toutes homogènes génétiquement, elles ont toutes exactement les mêmes gènes, elles ont toutes vécu exactement la même chose. Or, malgré ça, il y a quand même des différences qui s'observent dans leur manière de gérer le stress. Ces différences qui sont dues à des différences épigénétiques, qui sont induites, même si elles ont un mode de vie et des gènes identiques, des petites modifications dans la hiérarchie, par exemple, dans une cage, il y a toujours un mâle dominant, un mâle subordonné, et ça provoque des modifications épigénétiques qui peuvent être responsables de différences de sensibilité au stress. J'ai encore combien de temps, là? Une demi-heure? Un quart d'heure. Alors, je vais peut-être passer directement au modèle, là. En fait, il y a c'est une étude qui a été faite par un groupe japonais qui a pris 2 types de souris différentes. Donc, ils sont génétiquement... donc, c'est des souris balbcées, en haut, les blanches, là, qui sont des souris très, très peureuses, qui... elles sont albino en plus, donc elles ont vraiment des problèmes, elles sont timides, peureuses, elles sont très sensibles au stress. Et il y a une autre lignée qui s'appelle les C57 Black Six, qui sont des souris noires, qui sont beaucoup plus courageuses, elles sont résistantes au stress, les mères sont de très bonnes mères, et c'est des souris, au niveau comportemental, c'est des souris qu'on utilise parce qu'elles sont bien pour faire tout type de comportement. Or, ces 2 types de souris, quand on les présente à un stress, CUMS, ça veut dire c'est un stress imprévisible. On voit qu'au niveau du gène, ça provoque des choses complètement différentes. Bon, il y a une chose qui est la même chez ces 2 lignées qui ont une sensibilité au stress différente. La chose en commun, c'est-à-dire qu'il y a un recrutement de cette protéine. C'est une protéine qui s'appelle MECP2. C'est une protéine qui est capable de se lier à l'ADN méthylé. Donc vous voyez les petites marques sur l'ADN. Donc cette protéine, elle repère les marques sur l'ADN, elle se fixe dessus. Donc elle se fixe sur différents gènes, par exemple ce gène-là, GDNF, chez les 2 lignées. Mais selon les lignées, il y a d'autres protéines qui sont recrutées qui vont être complètement différentes. Et c'est ces autres protéines qui sont recrutées, c'est la nature de ces autres protéines qui sont recrutées qui vont déterminer la réponse au stress. Dans le cas des souris balbcées qui sont encore une fois anxieuses, peureuses, c'est une protéine qui s'appelle HDAC2 qui va s'associer à MECP2 et ça va modifier la chromatine de façon à l'empêcher d'être active. Ça va couper l'expression du gène. Et le fait que l'expression du gène soit coupée, de ce gène-là en particulier, mais d'autres également, ça va provoquer une mauvaise adaptation de l'animal. Par contre, chez la souris Black Six, qui elle est résistante au stress et a un comportement complètement normal, c'est pas HDAC2 comme au-dessus, c'est CREB. C'est une autre protéine qui a un facteur de transcription, c'est-à-dire qui va se fixer à l'ADN et qui va permettre de le transcrire en ARNM. Donc une réponse complètement opposée. Dans un cas, le gène est bloqué, dans l'autre cas, le gène est activé et permet l'adaptation. Donc vous voyez que ça ne tient à pas grand-chose, ça tient à des protéines qui s'associent à l'ADN. Mais c'est ça qui fait la différence entre une réponse de stress et une réponse de résilience ou d'adaptation. Comme j'ai plus beaucoup de temps, je vais passer ça. C'était le travail de Michael Minet, mais je vous en ai déjà un petit peu parlé, de l'influence des soins maternels. Je vais passer ça parce que ça va être un petit peu trop long. Je vais maintenant me concentrer un peu plus sur les manipulations environnementales postnatales. Donc je vous ai dit qu'il y a des variations naturelles de résistance au stress ou d'adaptation au stress. Maintenant, on peut modifier ça selon les expériences de vie. C'est-à-dire que les souris, on peut leur faire subir des traumatismes et regarder quel est l'effet. Donc il y a différentes manières. Et les traumatismes, comme chez l'homme, les traumatismes pendant l'enfance ou tôt dans la vie, sont ceux qui ont le plus de conséquences pour le comportement adulte et à travers les générations. On peut altérer ça chez la souris, chez les rongeurs, en faisant la séparation maternelle. Bon, il y a différentes manières de le faire, mais en général, la séparation maternelle, on peut la faire prévisible ou imprévisible. En général, la séparation maternelle imprévisible,
qui correspond un peu plus à ce qui se passerait chez l'homme. C'est-à-dire que quand voilà, il y a des familles violentes ou des familles désorganisées, tout est chaotique, il n'y a rien qui est prévisible. Et ça, cette notion de fiabilité d'un environnement familial ou de manque de fiabilité d'un environnement familial pour un enfant en développement, c'est une des choses qui est le pire. Donc l'imprévisibilité, on sait qu'un stress, quelque chose va arriver, on ne sait pas quand, on sait que ça arrive régulièrement, mais on ne sait pas exactement quand. Ça, c'est un facteur de stress qui est un des plus importants. Donc lorsqu'on fait la séparation maternelle chez les souris, et si on regarde la méthylation de l'ADN, là c'est la méthylation de l'ADN, bon, vous avez ces graphes là qui représentent le pourcentage de méthylation sur un gène en particulier qui est important pour c'est un gène qui est important pour le comportement. Le but de ces diapositives, c'est que vous voyez que en blanc, c'est les souris contrôle, et en noir, ce sont les souris qui sont séparées. Vous voyez qu'il y a une nette différence. On va commencer là, pardon. Une nette différence sur le niveau de méthylation, par exemple là, 40%. Les souris contrôle ont une méthylation de 40% sur ce site-là, alors que les souris qui ont été stressées, il y en a plus que 20. Donc il y a une diminution, il y a une altération du niveau de méthylation sur certains gènes chez les petits qui ont été soumis à la séparation maternelle. Et vous voyez que ça, c'est 6 semaines après la séparation maternelle, et qu'il y a certains changements qui persistent jusqu'à 1 an. 1 an, c'est la moitié de la vie de la souris. Une souris vit à peu près 2 ans. Donc si on rapporte ça à l'être humain, c'est-à-dire que ce qu'on a vécu dans son enfance, ça c'est dans le cerveau en plus. Donc ce qu'on a vécu dans son enfance va provoquer des modifications épigénétiques dans le cerveau, qui malgré que le cerveau soit en cours de développement, vont peut-être persister jusqu'au milieu de la vie, ou voire même jusqu'à la fin de la vie. Maintenant, pour ce qui concerne, donc si vous considérez que cette possibilité dans le cerveau, c'est aussi peut-être possible dans les cellules germinales. C'est-à-dire que l'exposition à un stress dans l'enfance peut provoquer des modifications de la méthylation de l'ADN, par exemple, ou d'autres modifications épigénétiques, protéines histones, ou de la quantité d'ARN non codant. Et que si ces modifications sont dans les cellules germinales, je vous ai montré qu'elles existaient dans les cellules germinales, et qu'elles sont modifiées de façon persistante, ça pourrait provoquer la transmission à travers les générations. Donc c'est une idée qu'on a testée, ça c'est maintenant nos travaux dans mon laboratoire. On a mis au point un modèle de souris de stress imprévisible, précoce, qui est basé sur la séparation maternelle imprévisible, combinée à du stress maternel imprévisible. C'est-à-dire qu'on prend ces petits souriceaux là, un jour après leur naissance. Bon, normalement ils sont roses, un jour après la naissance. Là ils ont déjà au moins quelques jours. On les sépare de leur mère, 3 heures par jour, à n'importe quel moment de la journée. Et pendant ces 3 heures, on prend la mère et on va la stresser. Pareil, à n'importe quel moment pendant ces 3 heures. Et sur n'importe quel stress. Il y a plusieurs types de stress. Par exemple, on la met dans un tube là, de contrainte. C'est extrêmement stressant pour une mère parce qu'elle sait qu'il y a ses petits pas loin, qu'elle doit s'en occuper. Ou alors on la met dans un verre d'eau froide comme ça. Bon, c'est un petit peu... Je suis désolée, c'est un peu de la torture, mais... Donc c'est chronique, c'est quotidien, c'est imprévisible. Et c'est pendant 2 semaines. Une souris est sevrée à 3 semaines. C'est-à-dire que c'est les 2/3 de la vie pré-sevrage. Si on rapporte ça à l'être humain, ça serait, je dirais, jusqu'à 13-14 ans environ. Et comment on s'intéresse à la transmission à travers les générations? Ce qu'on a fait, c'est que, voilà, il y a la séparation maternelle. On attend que les petits soient adultes. On teste leur comportement, on fait des tas d'analyses sur ces animaux. On prend les mâles, ou alors les femelles. Là on voit que les mâles, la descendance des mâles, mais on a fait aussi la manip sur la descendance des femelles. On génère la descendance des mâles, donc la 2e génération. Et là, ces mâles sont croisés avec des femelles. Ces mâles-là, stressés, sont croisés avec des femelles normales, naïves, pas stressées, contrôle, qui n'ont jamais eu de petits. On génère la 2e génération. Ces animaux, on attend qu'ils soient adultes, on teste leur comportement, on fait des tas d'autres tests également, et on génère ensuite la 3e génération. Là, c'est important d'aller jusqu'à la 3e génération, parce que si vous réfléchissez, ces animaux-là n'ont jamais été soumis à aucun stress. Même la cellule germinale de laquelle ils sont issus n'a jamais été en contact direct avec le stress. Donc, si on observe des symptômes chez ces petits-là, F3, qui sont similaires aux symptômes de ces petits-là, ça indique quand même que c'est dans les cellules germinales et que ce n'est pas génétique, c'est épigénétique.
Donc oui, comme je vous ai dit, on a fait aussi la manip chez les femelles, c'est-à-dire ces femelles stressées, on les a croisées pour générer la deuxième génération. Et il y a les choses que je vais vous dire sur les lignées paternelles sont aussi valables sur les lignées maternelles. Donc on a testé les animaux sur de nombreuses tâches comportementales. Et on s'est vraiment inspiré de la littérature chez l'homme, surtout de la maladie borderline. Et ce qui est connu dans cette maladie, mais aussi d'autres maladies psychiatriques, c'est que des enfants ou quand on est exposé à des stress traumatiques pendant l'enfance, ça conduit souvent à des problèmes de comportements sociaux dans la vie adulte, notamment un retrait social. Donc c'est ce qu'on a testé chez la souris. Chez la souris, c'est facile d'observer les comportements sociaux, parce que c'est des animaux qui sont très sociaux. Donc là, c'est par exemple une tâche d'interaction sociale. On met les animaux en présence l'un de l'autre, ils ne se connaissent pas. Donc au début, il y a un petit mur en plastique là, mais qui a des trous, donc ils peuvent se renifler. Mais ils vont se regarder, se toucher, se renifler, ils vont se reconnaître. La première fois, ils font beaucoup de ces comportements exploratoires de l'autre. Mais si on les remet en présence l'un de l'autre le lendemain, il y en aura moins parce qu'ils se connaissent. Et on fait ça plusieurs jours de suite. Donc il y a non seulement au départ leur capacité à interagir avec l'inconnu, mais aussi au fur et à mesure des jours, leur capacité à leur reconnaissance sociale. C'est-à-dire dans quelle mesure ils sont capables de reconnaître l'autre qu'ils ont rencontré hier. Et on voit que la reconnaissance sociale est complètement altérée chez les souris qui ont été traumatisées, nos souris MSUS. MSUS, c'est l'acronyme pour la manipulation de séparation imprévisible qu'on fait. Donc vous voyez que là par exemple, chez les contrôles, ça c'est une performance normale, c'est un ratio de discrimination, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais ça c'est les performances chez les souris contrôle, les souris non stressées, et vous voyez que c'est altéré chez les souris MSUS, chez ceux qui ont été traumatisés directement, mais également chez leur progéniture. C'est-à-dire qu'il y a une absence de reconnaissance sociale. Ils sont à peu près capables d'interagir normalement la première fois qu'ils rencontrent un inconnu, mais ensuite, ils ne sont plus capables de lire les signaux sociaux. Ça peut être un problème quand ils sont confrontés à des mâles agressifs. On a fait la manip, c'est une autre expérience, où en fait, ils ne sont plus capables de percevoir si un mâle est agressif ou pas, et ils se mettent en danger à cause de ça. Et ça, la mise en danger, chez l'homme, je pense que c'est une chose importante dans la vie, dans le parcours de gens qui ont été soumis à des stress pendant l'enfance. Une autre tâche, c'est la tâche de Porsolt. C'est un test qui a été mis au point dans les années 70 par M. Porsolt pour tester les antidépresseurs. C'est toujours utilisé aujourd'hui par les boîtes pharmaceutiques. Donc c'est simple, ça consiste à mettre une souris dans un verre d'eau froide, comme ça, et une souris normale va nager et essayer de s'échapper. Une souris déprimée, parce qu'elle est déprimée, c'est du désespoir comportemental, elle va flotter, elle ne va pas se battre. Donc c'est une tâche formidable parce qu'on peut mesurer le temps passé à flotter ou alors la latence. Combien de temps ça leur prend de commencer à flotter? Et une souris vraiment déprimée, elle va flotter quasiment tout de suite comme vous avez vu là. Donc on mesure ça, donc le temps passé à flotter et la latence. Et là vous voyez, ça c'est le temps passé à flotter. Vous voyez chez les souris, les barres noires là qui sont les souris stressées, de la première génération, de la deuxième et de la troisième génération, vous voyez qu'il y a une augmentation, elle passe plus de temps à flotter. Et c'est un profil qui est transmis à travers les générations. Il y a une transmission entre mâles, il y a aussi des mâles asymptomatiques qui transmettent à la progéniture, ce qui est quelque chose qui est observé souvent chez l'homme, les profils de dépression. Il y a souvent des pères qui ne vont pas exprimer la dépression, mais qui vont la transmettre à leurs filles. Donc ça, on ne comprend pas tellement au niveau génétique ou épigénétique ce qui est responsable de ça, mais c'est quelque chose qu'on a observé plusieurs fois. Donc les souris, en plus d'être antisociales, elles sont dépressives sur plusieurs générations. Elles ont aussi des problèmes de mémoire. Vous voyez là une tâche de mémoire simple. Elles sont mises en présence de 3 objets qu'elles reconnaissent. Et puis après un intervalle, par exemple 24 heures, on change un objet familier par un nouvel objet. Et comme les souris sont intéressées par la nouveauté, si elles se souviennent avoir vu ces objets familiers-là, elles vont explorer l'objet nouveau de préférence. Donc on mesure le temps passé autour de chaque objet. Et vous voyez, c'est peut-être un peu compliqué que j'aille dans les détails, mais globalement, elles ont des problèmes de mémoire sur plusieurs générations. Mémoire d'objets, mais aussi mémoire associative. Il y a plusieurs types de mémoire. Mémoire spatiale est également altérée. C'est pas qu'elles se souviennent plus du tout, mais elles ont des difficultés à se souvenir correctement. En plus de tous ces problèmes comportementaux, elles ont aussi des problèmes métaboliques.
souris exposées au stress, on voit ici la première et la deuxième génération, elles ont moins d'insuline et moins de glucose. Bon, ce qui est un petit peu contre-intuitif, mais on pense que... on m'entend pas ? On pense qu'il y a un problème de sensibilité ou de réponse à l'insuline. Donc, globalement, des problèmes de comportement qui sont transmis à travers les générations, des problèmes métaboliques qui sont également transmis à travers les générations. Là, vous avez les données chez les F2. Au niveau mécanistique, comment est-ce que cela est induit ? Donc, il y a plusieurs questions. Il y a la question de la transmission des phénotypes. Comment est-ce qu'on peut transmettre des phénotypes, des troubles comportementaux, des troubles du métabolisme à travers les générations ? Et au niveau mécanisme, qu'est-ce que ça implique dans les cellules germinales ? Donc je vais reprendre un petit peu mon schéma de tout à l'heure, que je vous ai montré. Donc une cellule de sperme avec la chromatine, qui est un petit peu différente des autres cellules, hein, avec les protamines, la méthylation de l'ADN, les modifications sur les protéines, sur les protamines, et les ARN messagers. Il y en a très peu dans les cellules de spermatozoïdes parce qu'elles sont silencieuses, elles ne sont pas actives transcriptionnellement. Par contre, il y a de nombreux ARN non codants. Donc je vais vous montrer des résultats qu'on a obtenus qui impliquent la méthylation de l'ADN et les ARN non codants dans la transmission. Donc le concept est que l'exposition au stress a modifié certaines de ces marques épigénétiques, en particulier la méthylation de l'ADN dans les cellules de spermatozoïdes, et que ces modifications persistent et sont transmises à la génération future. Donc pour démontrer ça, ce qu'on a fait, c'est qu'on a choisi quelques gènes, des gènes qui ont de l'importance pour le comportement, comme on sait que nos souris sont dépressives par exemple, ou gèrent mal le stress. On a choisi un gène qui s'appelle le CRF récepteur 2, c'est un des récepteurs de l'hormone de stress. Ce récepteur est exprimé dans le cerveau, dans un petit sous-nucléus, sous-noyau de l'hypothalamus, mais c'est un récepteur qui est extrêmement important pour la gestion du stress. Donc vous avez un schéma du gène, là, en gros, hein. Et ce qu'on a fait, c'est qu'on a mesuré la quantité de la méthylation de l'ADN. Il y a des techniques qui sont disponibles qui permettent de mesurer de façon très précise la méthylation sur chaque résidu qui peut être méthylé. En l'occurrence, c'est la cytosine qui peut être méthylée. C'est une technique de séquençage au bisulfite. Et là, vous avez les résultats. Donc ça, c'est la quantité de méthylation. En gros, c'est la différence entre les souris contrôle et les souris stressées. Dans les cellules de sperme des mâles stressés eux-mêmes et dans les cellules de cerveau de leur progéniture. Donc vous voyez qu'il y a une baisse générale de la méthylation de l'ADN sur le gène CRF récepteur 2. C'est vraiment localisé, mais c'est un endroit pour le gène qui est extrêmement important pour la régulation du gène. Le niveau de méthylation dans cette partie de ce gène-là détermine si le gène est actif ou pas. Donc vous voyez que cette modification, donc un manque de méthylation de l'ADN, dans les cellules de sperme, est transmise directement à la progéniture. Non seulement dans le cerveau, mais également dans les cellules de sperme. Là, les données sont montrées un petit peu différemment, mais ça montre la même chose. C'est-à-dire que vous voyez, l'exposition au stress a altéré, a diminué la méthylation de l'ADN et que cette diminution, elle est persistante, elle est transmise à la progéniture. Pour ce gène-là, il y a moins de méthylation d'ADN, mais pour d'autres gènes, il y en a plus. Par exemple, ce gène-là, MSCP2, je vous en ai parlé tout à l'heure, c'est un gène qui se fixe au résidu méthyle sur l'ADN. Il est trop méthylé. Et pareil, dans le sperme des souris exposées au stress, dans le cerveau de leur progéniture et dans le sperme de leur progéniture. Donc c'est compliqué parce qu'il y a certains gènes qui n'ont pas assez de méthylation, il y en a d'autres qui en ont trop, et il y en a d'autres qui ne sont pas du tout perturbés. On ne sait pas pourquoi certains gènes sont hypométhylés, d'autres sont hyperméthylés, d'autres ne sont pas affectés. Il y a des mécanismes qui déterminent ces spécificités, mais on ne les comprend pas encore. Donc ce qu'il faut retenir, c'est que l'exposition au traumatisme altère le profil de méthylation de l'ADN et que c'est persistant. Maintenant, je vais terminer sur les ARN non codants. Donc il y a plein de petits ARN non codants dans les cellules de sperme, et il y a des techniques qui permettent de mesurer ces ARN. Donc non seulement de déterminer leur nature, déterminer leur séquence, mais de déterminer leur quantité. Donc c'est ce qu'on a fait en utilisant une technique qui s'appelle séquençage d'ARN. Et ce qu'on a vu, c'est qu'on en a détecté au moins 5 qui étaient en large excès, mais très large excès, dans les cellules de sperme. Vous voyez là la quantité là en pourcentage, et l'identité de ces ARNM. Vous
voyez qu'ils sont chez les barres noires, c'est les souris traumatisées. Donc, ARN non codant en large excès dans les cellules de sperme, mais non seulement dans les cellules de sperme, dans le sérum également. Donc, en tant que médecin, peut-être que vous voyez tout de suite l'intérêt. On voit dans le sérum, on arrive à détecter facilement ces petits ARN, notamment le premier, la 375, qui est un ARN qui est impliqué dans le cancer en plus. Il est surabondant, mais en très grande quantité dans le sérum. Donc exactement les mêmes petits ARN qui sont modifiés dans les cellules de sperme, dans le sérum et également dans le cerveau. Chez les souris traumatisées, mais également dans leur progéniture. Donc il y a une transmission de cette altération des petits ARN à travers les générations. Je vais vous passer à la dernière expérience. Maintenant, tout ça, c'est corrélatif. C'est-à-dire qu'on a ces souris stressées, on voit qu'elles ont des problèmes de comportement, d'une part, problèmes métaboliques, et d'autre part, qu'elles ont des modifications épigénétiques. Mais qu'est-ce qui nous dit que ce sont vraiment les modifications épigénétiques qui soient responsables du comportement? On n'a pas de preuve, c'est juste corrélatif. Maintenant, pour avoir une preuve causale, il faudrait pouvoir imiter les modifications d'ADN, c'est-à-dire les reproduire exactement comme elles le sont, comme elles sont induites par le stress. Ça, c'est pas possible, parce que comme je vous ai dit, il y a trop de méthylation d'un côté, il n'y en a pas assez de l'autre. Expérimentalement, c'est pas possible. Par contre, pour les ARN non codants, je vous ai dit qu'ils étaient en large excès dans les cellules de sperme. Ça, c'est possible d'imiter, de reproduire dans le laboratoire expérimentalement. Ça consiste en une injection d'ARN. On peut injecter n'importe quel ARN dans des œufs fertilisés. Donc nous, c'est ce qu'on a fait là. Vous voyez, ça, c'est un œuf normal. C'est-à-dire qu'on prend des femelles, on les croise avec des mâles, et un jour après le croisement, par chirurgie, on extrait les œufs, donc ils sont fertilisés, et on va injecter, par une injection simple, l'ARN qui est extrait de sperme de mâles traumatisés. Et les œufs, après injection, sont transférés par chirurgie dans une femelle qui est préparée hormonalement, et qui va recevoir ces œufs et mettre à bas les petits 3 semaines plus tard. Donc ce qu'on a fait, c'est que ces œufs injectés avec l'ARN des mâles stressés, l'ARN du sperme des mâles stressés, on a toujours des souris contrôle, bien entendu. On injecte des œufs avec l'ARN de mâles non stressés. On génère la progéniture, donc il vient de ces femelles qui ont reçu les œufs par chirurgie. Cette progéniture, on a testé le comportement, on a fait des tas d'analyses dessus, et ensuite on a croisé également cette progéniture pour obtenir la descendance suivante, pour voir dans quelle mesure ce qu'on observait éventuellement par l'injection d'ARN de sperme était transmis. Et on a réussi à reproduire le profil de dépression, le profil antisociaux et les profils d'altération métabolique chez les animaux. Vous voyez ça? Ici, à gauche, donc la tâche de nage forcé que je vous ai montré. Vous voyez que les animaux sont dépressifs. Donc ceux-ci qui sont issus directement des œufs injectés par le sperme, par l'ARN de sperme, c'est juste l'ARN en fait, l'ARN de sperme des mâles traumatisés. Vous voyez qu'ils sont dépressifs. Ils ont aussi des problèmes de contrôle comportemental. Également, leur progéniture a ce profil de dépression. Donc, et la dernière diapositive, ça montre que les perturbations métaboliques sont aussi transmises chez ces animaux. Donc là, c'est vraiment la preuve directe que l'ARN des cellules de sperme, qui est altéré par le stress, est vraiment un des médiateurs des profils comportementaux, des altérations comportementales. Toutes les altérations comportementales ne sont pas transmises, par contre. Il y a quelques phénotypes. Par exemple, il y a des problèmes de plasticité dans le cerveau. Ça, c'est pas transmis par les ARN. On ne sait pas par quoi c'est transmis, mais en tout cas, il y a une certaine spécificité. Les ARN sont capables de transmettre un certain message, mais pas tous les messages. Voilà, je vais m'arrêter là. Très bien.